Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Les francophones du monde entier célèbrent aujourd'hui 20 mars cette langue et la diversité culturelle. On affirme que l'utilisation du français au Mali exclut 90% de nos populations du processus de développement. À quoi sert la francophonie pour notre pays ? Comment promouvoir nos langues nationales aux côtés de cette langue officielle? Nos invités sont Moustapha Diko, il est secrétaire général de la Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie. Fadiala Kamisoko est le directeur adjoint de l'éducation non formelle et des langues nationales, et Ibrahim Ikassa Maïga, enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation de ce grand dialogue qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Le grand dialogue. Alors, Moustapha Diko, qu'appelle-t-on francophonie? Un espace que partagent 84 pays, gouvernements dans le monde. La deuxième organisation par le nombre d'États la composant après l'Organisation des Nations Unies. Un espace où des hommes et des femmes essaient de mettre en commun la langue qu'ils ont en partage, mais toutes les langues de ces différents pays-là, qui essaient de mettre aussi des valeurs communes en œuvre ensemble, c'est-à-dire la démocratie, les droits de l'homme, qui essaient d'avoir un espace économique de plus en plus intégré, qui essaient de faire la promotion de leur jeunesse et des femmes dans ces différents pays-là. Voilà ce que c'est que la francophonie, grosso modo. Mais globalement, ces préoccupations étaient prises en charge par la CCT. Alors, quel est le but de la francophonie? Le but de la francophonie, c'est cet esprit de partage, c'est-à-dire la promotion de notre langue commune, de toutes les langues qui composent notre espace, notre culture, notre sport, nos problèmes de jeunesse, les problèmes concernant les femmes, mais dit les problèmes politiques aussi, comme la paix, la sécurité, et tout ce qui peut faire en sorte que des hommes et des femmes qui partagent des valeurs, qui partagent une langue, qui partagent un espace, peuvent faire avancer leurs différents pays et l'espace qu'ils partagent ensemble. Okay. Ibrahim Ikassa Maïga, quelque chose à ajouter par rapport à la définition de la francophonie et de son but? Merci bien. Je remercie aussi le ministre Diko pour ce cadrage-là qui nous donne une nette idée des objectifs visés par la francophonie. Simplement, globalement pris, ça peut ressembler à cela. Mais nous sommes des pays colonisés par la France. Ça nous reste. Et je pense que ça a été d'abord une langue imposée à nos pays. Nous avons des pays qui avaient des grandes civilisations. En partage, quand je prends le cas du Mali, et nous avions une civilisation, une culture, une histoire, un espace géographique et avec des langues véhiculaires qui étaient là et qui permettaient aux personnes d'échanger et de faire tout ce qu'on pouvait faire à l'intérieur de la langue, y compris la forme écrite, même si c'est rudimentaire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'évolution du monde où la langue française, qui était la langue impérialiste, entre guillemets, est ressentie tout autrement, puisque aujourd'hui, le politique est passé à travers, et donc la politique extérieure de la France est ressentie d'une certaine façon par les populations de nos pays. Je parle notamment des pays francophones d'Afrique.
Et il y a un certain ressenti. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la francophonie, dont l'objectif principal est justement la promotion de la langue française, a du travail puisque elle est perçue, la langue française, à travers la politique extérieure qu'exerce la France vis-à-vis de nos États. Et ce n'est pas je peux dire que c'est peut-être au plus malin depuis les indépendances à nos jours aujourd'hui, puisque les interventions de la France, les incursions de la politique étrangère de la France dans nos politiques intérieures de nos États parlants laissent à désirer. En tout cas, elle est mal appréciée et je pense que cette souffrance sera nécessairement ressentie par la langue française. Fadjala, une réaction par rapport à ce premier point? Bon, la francophonie, aujourd'hui on est le 20 mars, on fête cette francophonie et c'est vraiment un honneur et un plaisir pour tous les Maliens vraiment de fêter cet événement important. Bon, comme l'ont dit mes prédécesseurs, la francophonie, c'est une initiative du gouvernement français pour la promotion de la langue française. Cette langue qui a été la langue utilisée pour nous coloniser. Mais le développement de la langue française, il faut le reconnaître, et l'Afrique en profite. L'Afrique en profite parce que parallèlement, en partenariat avec cette langue, nous pouvons enrichir nos langues. Bien vraiment. Donc, plus la francophonie se développe, plus les États africains aussi ont l'opportunité de développer leur langue. On sait qu'aujourd'hui, le français, c'est la 5e langue la plus utilisée au monde. C'est la 4e langue de l'Internet. C'est la 2e langue de travail utilisée au niveau international. Et c'est aussi la 3e langue des affaires. C'est aussi la 2e langue utilisée pour l'information internationale. Vous voyez, France Inter, qui ne suit pas ça chez nous chaque jour. Et parallèlement au développement de la langue française, et les Africains, parce qu'au départ, la francophonie ne prenait pas tellement en compte le développement des langues africaines. Mais en son temps, les États africains ont demandé cela et très vite, les partenaires français l'ont accepté. Et la francophonie, c'est un espace de développement des langues et des cultures africaines, du développement de notre système, de nos systèmes éducatifs, qui souffraient un peu, en tout cas, de l'acquisition de la langue française, surtout dans nos écoles primaires. Okay. D'accord, nous allons écouter M. Moumoun Keïta, un mondialiste, sur les enjeux de la francophonie, sur la gouvernance. La francophonie, c'est quand même un outil d'influence à la fois politique et économique et culturelle pour la France. C'est vraiment un instrument qui ne contribue pas à la restauration de la paix, qui ne contribue pas au développement économique et social de nos pays, mais c'est plutôt un outil d'influence qui peut être comparé au Commonwealth du côté britannique. C'est un outil d'influence qui ne contribue pas véritablement à assurer ce dialogue de culture et de civilisation et à promouvoir les échanges culturels entre les peuples sur des bases démocratiques, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et de renforcement de la coopération fondée sur le respect mutuel des valeurs et des différences. Ok. Fadjala, alors quels sont les enjeux de la francophonie dans le domaine économique, de la bonne gouvernance, l'éducation, la santé, la sécurité et la cohésion sociale de nos jours? Bon, je pense qu'aujourd'hui, comme monsieur le ministre a eu à le dire, cette francophonie, vraiment aujourd'hui,
c'est un atout. C'est un atout pour tous les acteurs qui aspirent au développement humain durable. Le développement humain durable, ça passe par l'éducation, ça passe par la protection de l'environnement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes convaincus que le problème du réchauffement climatique n'est plus un vain mot. Et il faut reconnaître, notre pays figure parmi les pays les plus touchés par ce phénomène. Donc, la francophonie, c'est un espace qui permet à nos États africains de se concerter et de trouver les solutions les plus idoines pour la résolution, pour la prise des dispositions nécessaires à l'atténuation des effets du changement climatique et à la protection de l'environnement. Et c'est aussi, quand nous prenons également le domaine sécuritaire, au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait très bien que le groupe G5 est un espace où tout est francophone. Et c'est en français que tout se discute. C'est en français que l'on trouve, n'est-ce pas, les solutions les plus idoines aux différents problèmes de paix, de sécurité, et etc., etc. Et dans un contexte de mondialisation et d'intégration sous-régionale aujourd'hui, dans toutes les sphères de la vie publique, vraiment, les pays de la sous-région, et surtout de la CEDEAO, du moins, la langue française, c'est la langue utilisée vraiment pour résoudre les problèmes. Donc, le développement de cette francophonie donc, ne peut que renforcer nos opportunités, nos atouts, et rendre possible vraiment l'atteinte des résultats que nous voulons en matière de développement durable et surtout en matière des ODD, l'atteinte des ODD. L'atteinte des ODD dans la sous-région passe obligatoirement par le développement de cette francophonie. Moustapha Diko, votre opinion par rapport aux enjeux de la francophonie dans ces différents domaines? Permettez-moi de revenir simplement sur votre propre introduction. Quand vous disiez que la francophonie met en dehors du système de développement 90% de la population. Je mets ça à côté de ce que monsieur le directeur national disait. La francophonie est une initiative du gouvernement français. La francophonie n'est pas une initiative du gouvernement français. Les pères fondateurs, c'est Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Norodom Sihanouk, Habib Bourguiba de Tunisie. Donc l'initiative est africaine et la francophonie est née sur le sol africain. À Niamey. 70. Tout à fait. Donc c'est juste pour que ces moments de complémentarité soient mieux vus que le moment de l'histoire controversée. On n'est pas des peuples colonisés, on est des pays souverains, on est des pays indépendants, menant leur propre politique et adhérant aux organisations qu'ils souhaitent voir donc se développer conformément à leurs intérêts. Donc, la francophonie est une initiative des pays africains, avec la France naturellement, avec d'autres pays francophones dans le monde. Et donc, c'est tout le monde qui se retrouve là-dedans pour faire de cet espace un espace où ils ont un certain nombre de choses en partage. Premièrement, la langue, c'est vrai. Mais à côté de la langue, il y a toutes les autres langues. Parce que nous avons vocation à développer nos langues. Ça ne regarde pas la France, ça ne regarde pas un autre pays, ça nous regarde nous-mêmes.
c'est nous qui développons nos langues, c'est nous qui en faisons les instruments dont nous avons besoin pour notre développement, pour l'inclusion justement de toute la masse populaire dont nous disposons dans nos pays. Et il n'y a pas d'exclusion, il y a simplement que dans un pays où le taux d'alphabétisation avoisine les 80% maintenant, on ne peut pas dire que... Oui. C'est aux environs de 75-80. 75-80. Au Mali. Au Mali, oui. On ne peut pas dire que 90% de la population est exclue. Parce que nous avons quand même une... Oui, je précise que c'est l'utilisation du français. Et la francophonie prend en compte et le français et les langues nationales. Oui, tout à fait. Mais je comprends. Je veux dire, si on pense qu'ils sont exclus, ils ne sont pas exclus. Et ce n'est pas 90%, il faut peut-être revoir les chiffres. Parce que nous avons quand même un taux de scolarisation qui avoisine les 80% de notre population. Et c'est depuis combien de temps que nous pratiquons cette langue-là. Il n'y a pas d'exclusion, il y a plutôt complémentarité. Et je pense que cette langue que nous avons en partage, la possibilité pour nous de développer nos différentes langues, justement au regard même des développements qu'a pris cette langue-là, fait en sorte que toutes les populations de ces 84 pays ont la possibilité d'échanger leurs expériences dans une langue, ont la possibilité d'avoir des échanges économiques, ont la possibilité d'avoir des échanges culturels, des échanges en matière d'éducation, en matière de jeunesse, en matière de sport, en matière... donc des problèmes concernant les femmes et les jeunes. Donc c'est un espace dont je pense que nos pays pourraient tirer un grand profit s'ils le considèrent comme étant un espace de partage et de complémentarité. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos invités, Moustapha Diko, secrétaire général de la Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie, Fadiala Kamissoko, il est directeur adjoint de l'éducation de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, Ibrahim Ikassa Maïga, qui est enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques. Alors, Ibrahim Ikassa, une réaction par rapport à ce dernier point? Véritablement, je pense que l'idée est communément partagée que nous sommes bien obligés de réclamer à la suite justement des pères fondateurs de la francophonie, bien sûr avec une forte suggestion justement de la France à l'époque, c'est sûr, et puisque tout le soutien financier, logistique là, a été élaboré par la France à travers la CCT à l'époque, sous votre contrôle bien sûr, monsieur le ministre. Maintenant, nous sommes bien obligés de le faire et ça a des conséquences assez importantes parce que même notre façon de penser, elle est, je ne vais pas jusqu'à dire elle est française, mais en tout cas elle est fortement teintée de français. Nos politiques constitutionnelles, légales, éducatives et tout ce qui va avec ont une forte connotation française, puisque notre lecture, elle est française, nos ouvrages sont de littérature francophone ou française même, parce que si je prends tout le lycée, mais c'est teinté de littérature française, et de bout en bout. Et donc, ce que je vais dire, nous le ferons différemment, et nous le faisons différemment que ceux qui sont du Commonwealth, ceux qui ont été colonisés par les anglo-saxons. Non, c'est juste... maintenant, je dis, nos relations économiques sont dirigées principalement vers la France,
peut-être pas nécessairement à l'intérieur des États de la francophonie, puisque la francophonie tend à se constituer en vecteur de développement économique et donc d'interpénétration des économies, mais cela ne se ressent pas trop entre les États francophones. C'est vrai que tout à coup, nous sommes dans un cadre comme l'UEMOA, où justement l'élément fondateur est le franc CFA. Donc, colonisation oblige, bien sûr, c'est le franc CFA. Et ce franc CFA est aussi un moyen pour la France d'imposer une certaine hégémonie sur nos économies, l'orientation de nos échanges aussi. Et ça se ressent. Maintenant, je ne dis pas que cela doit nous empêcher de développer nos langues nationales. C'est des politiques qui sont tentées. Voilà, mais je dis il faudrait avoir une véritable politique pour orienter au mieux ce que nous pouvons tirer de la francophonie et ne pas se perdre justement dans une francophilie qui nécessairement ne nous profite pas pour certains endroits parce que nous perdons. Oui. Les pays francophones, à l'image du Mali, sont généralement en retard par rapport aux pays anglophones, lusophones. C'est un constat qui est général. Est-ce à dire que le développement n'est pas facile dans cette francophonie? J'ai pris tout de suite l'exemple du franc CFA. Je ne suis pas altermondialiste, mais le système est bâti de sorte que un pan important de notre souveraineté se trouve être géré par un autre État, la France. Nous sommes d'accord? Les avoirs extérieurs de nos États sont domiciliés à près de 50% dans un compte d'opération au Trésor français. Donc ça veut dire que et la convertibilité de notre monnaie UEMOA, donc franc CFA et d'autres zones CEMAC, il va. C'est la condition sine qua non, c'est-à-dire domicilier, nous faisons des exportations, nous vendons en devises, en dollars, en yuan ou autres marques, mais les 100% de ces montants ne peuvent pas venir directement dans nos pays et être investis ou réinvestis. Donc vous voyez que c'est un carcan qui est là. Donc, et c'est vraiment un relan de la francophonie qui fait que nous sommes obligés d'aller sur cette base. Alors, peut-être qu'il suffit de chercher à se démarquer. Il y en a eu certainement des tentatives, mais ça s'est terminé. Il y a le cas du Rwanda, par exemple. Le Rwanda, des leçons à tant mieux que le Rwanda ne faisait pas partie de la zone franc. Mais d'ores déjà, le Rwanda a pris des distances. Et c'était mes premiers propos. J'ai dit, c'est parce que la politique française et donc la politique belge allant, parce que c'était les deux qui avaient une suprématie dans la gestion de la crise rwandaise. Et les Rwandais ont dit, nous chercherons ailleurs. Et ils y sont allés. Et tout à côté, la Mauritanie aussi, c'est un peu libéré. Le français n'est plus la langue officielle, mais c'est plutôt l'arabe. Nous sommes d'accord, il y a quand même des exemples qui sont là. Maintenant, je peux lier le développement de la francophonie avec justement l'expansion démographique à travers le monde aussi. Et peut-être il y a des grands efforts par la francophonie ou l'État français qui font aussi que le français s'étend. Mais dans certaines contrées, c'est comme une langue plutôt, je ne dis pas ésotérique, mais c'est une langue quand même qui séduit par sa mélodie et autres, mais plus que d'un autre usage. Oui. Moustapha Diko, les pays francophones, à l'image du Mali, on a vu qu'ils sont un peu en retard. Comment vous expliquez cela par rapport aux autres pays dits anglophones et lusophones? Vous savez, moi, je pense que ce n'est pas un problème de langue. C'est peut-être un problème d'histoire, un problème de politique, un problème d'environnement. Je ne crois pas que ce soit fondamentalement la langue qui amène ou n'amène pas le développement. Je ne crois pas. On a dit, par exemple, le Rwanda, aujourd'hui, a une autre expérience. Le Rwanda a été francophone.
Si vous comparez dans l'espace francophone, la Côte d'Ivoire et puis les autres pays de l'UEMOA, ce n'est pas la même chose. Le développement n'est pas forcément lié à la langue. Peut-être que c'est important, la langue. Peut-être que c'est important l'histoire des relations économiques que nous entretenons avec choses. Mais la langue ne détermine pas, par exemple, le fait d'avoir des rapports économiques seulement qu'avec la France. Aujourd'hui, nous traitons avec beaucoup d'autres pays. Nous sommes indépendants dans notre politique extérieure. Personne ne nous impose absolument rien du tout. Je ne vais pas entrer dans le débat du franc CFA parce que je ne comprends pas grand-chose à ça. Mais je me dis, s'il y a des inconvénients, sûrement qu'il y a des avantages aussi. Parce qu'il y ceux qui tiennent à cela et qui regardent le franc CFA comme une monnaie d'obédience coloniale, d'origine coloniale, et qui ne se sortent pas de cette origine-là. Et il y a des gens qui regardent ça comme juste un instrument pour faire des affaires, pour faire le commerce, pour développer son économie. Je pense que les deux... Mais notre pays a connu un moment où il n'y avait pas le franc CFA. Nous avons connu le franc malien. Et nous sommes sortis du franc malien pour revenir au franc CFA. Pourquoi est-ce que nous l'avons fait? Peut-être qu'il y avait des avantages. Sûrement qu'il y avait des avantages. Des pressions. Ou des pressions, je ne sais pas. Ou des pressions. Ça, c'est peut-être le prof de politique, d'économie qui peut nous l'expliquer. Mais nous avons connu... Et si on prend dans notre espace, tous les pays qui ne sont pas dans la zone franc ne sont pas forcément des pays qui sont plus développés que les nôtres. Il y a le cas de la Guinée, par exemple. Par exemple. Ils ne sont pas forcément plus développés que les nôtres. Mais bon, je suis sûr qu'au-delà de la langue, au-delà de l'histoire, il y a les politiques qui sont développées par ces différents pays-là et qui vont en évoluant. Aujourd'hui, je pense que le monde est devenu un village global où les gens copient les uns sur les autres, où une voie de développement, par exemple, qui réussit quelque part est dupliquée ailleurs. Et personne n'empêche à l'autre d'aller donc chercher des partenaires ailleurs. Le partenaire chinois aujourd'hui, par exemple, est très présent un peu partout dans le monde, en Europe comme en Afrique, surtout en Afrique aujourd'hui. Et nous voyons, hein, ils sont tellement présents que souvent, on organise des choses pour dire il y en a trop, il y en a un peu trop, il faut peut-être mettre un peu. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas la langue. Okay. Et évitons de parler de francophonie et de la politique française d'eux. Parce que la francophonie est une organisation à laquelle nous appartenons de façon souveraine. La France a sa politique. Et la francophonie n'est pas le bras de la politique française de l'extérieur. Non. La francophonie est une organisation où chacun d'entre nous, chacun d'entre les pays qui y vont, a sa voix. À voix au chapitre, je veux dire. Donc, où les chefs d'État sont représentés par des représentants personnels. Donc au niveau de l'organisation. Donc ça ne peut pas être le bras de la France. Il y a le Canada, par exemple, qui est membre de choses. Il y a la Belgique. Et ceux-ci ne reçoivent pas... Nous, peut-être qu'on est plus faible, mais le Canada, par exemple, n'est pas plus faible que la France. Donc elle ne reçoit pas d'injonction de la France. La francophonie est différente de la politique extérieure de la France. Okay. Même si le nom, étymologiquement, peut-être rappelle la France. Ok. Fadjala, une réaction? Bon, moi, j'aimerais quand même insister là-dessus que le développement socio-économique, politique et culturel d'un pays passe par le développement des langues nationales. Les langues jouent beaucoup dans le développement, que ce soit les langues nationales ou bien les langues étrangères, ça joue beaucoup dans le développement du pays. Parce que c'est d'abord le meilleur canal de communication. En tant que tel, la langue est déterminante dans le développement. Maintenant, en ce qui concerne la francophonie, comme je l'ai dit tantôt, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais si l'on gère très bien, et les inconvénients sont très minimisés. Très minimisés. Les avantages, comme on l'a dit, vraiment c'est un espace d'épanouissement collectif de tous les membres de la communauté francophone. Tous trouvent son compte.
dans les différentes sphères, comme monsieur le ministre a dit, il n'y a pas de problème qui n'est pas discuté par ces 84 pays. Mais sur le plan éducatif, ce que j'aurais voulu, c'est que les gens retiennent que le français, si je prends l'exemple du Mali, le français demeure la langue d'expression française. C'est reconnu par la Constitution du 25 février 1992. Mais cette même Constitution a reconnu en son temps, depuis 1992, que les langues nationales doivent être plus tard utilisées comme les langues officielles. Et elles sont au nombre de... Elles sont au nombre de 13. 13 à la date d'aujourd'hui. Donc, il faut enlever ça, en tout cas, de la plupart de nos cadres, qui ont eu l'éducation française. Ma génération, la génération de monsieur le ministre, ils ont appris les belles lettres en français. Donc, généralement, on veut nous-mêmes agir spontanément en fonction du contexte dans lequel nous avons été étudiés. Ce phénomène agit malheureusement sur bon nombre de cadres qui ne voient pas aujourd'hui la pertinence de nos langues nationales. Est-ce que, au niveau de l'Assemblée nationale, ceux-là qui doivent vraiment voter une loi, etc., est-ce que vous savez qu'à cet espace-là, il y a beaucoup qui ne sont pas convaincus du bien fondé des langues nationales dans le développement du pays. Beaucoup pensent encore que sans le français, on ne peut aller nulle part. Donc, je pense que c'est cet aspect qui est négatif. Et heureusement, le Mali a sa vision. Les plus hautes autorités de ce pays ont compris que le développement de ce pays passe par le développement des langues nationales, mais en gardant toujours le français. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Moustapha Diko, il est secrétaire général de la Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie. Fadiala Kamisogo, directeur adjoint à la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Et Ibrahim Ikassa Maïga, enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques. Alors, Ibrahim Ikassa, quel est l'impact de la francophonie sur les langues locales et sur leur culture? Aujourd'hui, je dis, c'est heureux qu'il y ait au moins cet instrument d'échange au niveau national, puisque il y a, M. Kamisogo vient de le confirmer, il y a 13 langues nationales répertoriées pour être des langues à développer, pour à terme être des langues nationales, des langues officielles, à la limite. Mais aujourd'hui, je le dis tantôt, le vecteur commun d'échange, c'est le français. Entre nous. Et même s'il y a une interpénétration de nos communautés nationales, donc de leur langue, parce que c'est séculaire, c'est multiséculaire. Nous sommes d'accord. Et il y a un fond assez visible, cimenté par l'arabe, par exemple, puisque nous avons eu des pénétrations maghrébines sur notre zone, et aussi l'islam, surtout, qui a fini donc de cimenter tout ça. Et donc nous sommes enclins à nous comprendre. Mais il faudrait nécessairement développer les langues nationales pour qu'elles servent justement dans l'économique, mais surtout dans le juridique, dans l'éducatif et dans tout, dans le culturel. Seulement
je suis M. Kamisogo qui a estimé qu'il y a une politique résolue de développement de langue nationale. Maintenant, je me permets d'en douter. Excusez-moi si c'est trop dit, mais je ne le sens pas trop. Je sais que l'ADNAFLA a existé. Déjà, un gros effort a été fait. Voilà, bien sûr, un gros effort avait été fait justement d'alphabétiser ces langues, nous sommes d'accord, de les rendre accessibles, et je pense qu'il y a eu de ce développement, mais c'est resté en rade. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu un effort livresque dans ce domaine, parce que les connaissances sont véhiculées dans les langues, mais nos langues nationales sont limitées en termes de livres, de documentation et d'appropriation des connaissances souvent scientifiques, techniques, juridiques et autres. C'est resté peut-être de la pure littérature, les contes et légendes et quelques mais à mon sens, ce n'est pas aller au-delà. Et j'ai été j'étais dans ma jeunesse, bien sûr, peut-être pas ma tendre jeunesse, quand j'ai vu qu'il y avait la nouvelle école fondamentale, la nef que nous avons connue. Hein, et j'étais très content, mais quand je me suis rendu compte plus tard que la suite dans les idées n'était pas suffisamment là, puisque si on scolarise les enfants dans leur langue nationale jusqu'au niveau CE, il aurait fallu penser qu'il y a physique, chimie, biologie, histoire, géographie, au second cycle, puis au lycée et à l'université. Il y avait cette interruption et on a obligé ces enfants à suivre le cours de l'école classique avec les autres. Donc, ils étaient complètement déphasés. Et moi, à l'université, aujourd'hui, j'ai je vais dire, les rescapés de ce système, mais qui sont limités. Quand ils vous parlent, ils s'expriment en français, mais c'est à la limite acceptable. Si on n'a pas envie de les faire sortir justement de l'amphithéâtre de l'université. Parce que c'est... Maintenant, il y a beaucoup qui disent, c'est pas notre langue maternelle. Non, mais quand on fait 12 ans de table-banc, et à travailler dans une langue, on est censé quand même au moins, avec l'intelligence humaine, s'approprier de cette langue. Même si on peut refuser. Ceux de la négritude, ils rebutaient tout ce qui était français et autres, mais c'était les meilleurs. On a cité Senghor, Césaire et tout le temps, c'était les meilleurs parce que l'intelligence humaine voudrait que quand vous pratiquez quelque chose, s'entend faligué, on le dit en bambara, vous aurez quand même la suffisance donc de maîtriser cette langue, mais cela n'est pas là. Oui. Nous sommes mais Fadjala Kamisoko, une réaction peut-être, Moustapha? Sinon, je disais que Fadjala avait signalé tantôt que le français occupe la 5e place et l'actuel président Emmanuel Macron, il veut booster quand même le français pour qu'il puisse occuper la 1re place. Est-ce que vous pensez que ce défi-là est tenable? Moi, je trouve que c'est un vœu pieux parce qu'aujourd'hui, le français rame. Mais l'anglais n'en fait pas autant. Hein. Je pense que l'anglais, aisément, s'épand. Le Sénégal, je voulais, par rapport aux éléments de recul du français, le Sénégal aujourd'hui va allègrement à l'anglais. Hein. Ils ne s'en font pas compter, ils y vont. Ils vont à l'anglais, comme d'autres pays aussi. Même nous, au Mali, je pense qu'on veut booster cet aspect parce que c'est devenu la langue mondiale qui ne fait pas trop d'efforts pour s'étendre. Maintenant, je pense que si le français, parce que la France, il faut le dire, a reculé économiquement sur le plan international. Il y a des pays émergents aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement francophones et qui alors permettent aux autres langues qui supplantent le français d'avancer un peu plus vite que le français. Et donc, la France devrait se développer mieux économiquement, s'implanter à travers le monde, et le français va avec, nécessairement. D'accord. Alors, mais ça ne se forcera pas. Moustapha, quel est l'impact de la francophonie sur les langues locales et leur culture? Alors moi, je dois dire que mon grand frère Adama Semasikou n'est pas là parmi nous aujourd'hui. Donc je peux dire un certain nombre de choses. C'est que les langues nationales
comme toute langue, ont un poids. C'est-à-dire, est-ce que notre économie peut supporter le développement de nos langues? Vous avez dit qu'il n'y a pas de littérature dans nos langues. Oui, mais pour qu'il y ait une littérature dans nos langues, il faut que ce soit enseigné dans de bonnes conditions et qu'on écrive ensuite. Mais si vous avez 13 langues à développer, vous allez développer sur quelle base? Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, en général, regardent la langue d'un point de vue... fibre patriotique. Voilà, fibre patriotique, d'un point de vue de la culture, d'un point de vue du comportement, d'un point de vue, etc. Mais ils ne regardent jamais la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est simplement qu'on n'a pas les moyens économiques de développer nos langues comme on le souhaiterait. Comme on le souhaiterait. Ça, c'est d'un. De deux, si on le développait comme on le souhaitait, on allait avoir 13 langues officielles. 13 langues officielles, vous savez ce que ça signifie? À l'Assemblée nationale, si vous sortez un document dans une langue, vous êtes obligé de traduire dans toutes les autres langues. Donc, un document qu'ailleurs on fait en une seule copie, chez nous, on en fera 14, parce que je pense que le français aussi est une de nos langues nationales. Et encore, je le dis, et je le répète parce que Adama Samasekou n'est pas là. Et notre hymne national, il est en français. Notre langue à l'école, c'est le français. Notre constitution, elle est écrite en français. À la justice, on parle français. À l'Assemblée nationale, on parle français. Mais c'est une de nos langues nationales, le français. Et, oui, c'est notre langue officielle, mais c'est une de nos langues aussi nationales. Simplement parce que vous ne pouvez pas être sensible à un hymne national qui n'est pas dit dans votre langue. Donc, il faut s'approprier cette langue. Et on s'est approprié cette langue en annonnant les mots de l'hymne national. Tous les Maliens ressentent quelque chose. Et cet hymne-là, il est en français. Donc, c'est une langue qui nous appartient. C'est une langue que nous rejetons comme ça parce que notre histoire, a été brutale avec le colonisateur, c'est vrai, mais c'est une langue de tous les jours. C'est une langue du plus profond de nous-mêmes, de ce que nous avons de plus sacré, l'hymne national, le drapeau, la Constitution. Mais vraisemblablement, cette francophonie, est-ce qu'elle ne tient pas de nos jours qu'aux anciennes colonies françaises? On peut le dire, quoique la francophonie, si on prend l'ensemble des valeurs de cet espace-là, ne tient pas que au seul pays anciennement colonisé. C'est-à-dire, scientifiquement, la France existe. Louis Pasteur, c'est la France. Scientifiquement, la France existe. C'est-à-dire, Victor Hugo, tous les grands écrivains, les encyclopédies, ça existe. C'est un pan extrêmement important de la culture humaine, de la culture mondiale, dont personne ne se passe. Et donc, la francophonie, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui nous apporte un plus. Un plus. D'accord. Et pas quelque chose qui nous contraint à raser les murs, quoi. Ok, le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Mais rapidement, Fadiala, quel est l'avenir du français au Mali? L'avenir du français au Mali, le français vivra au Mali. Avec nos langues nationales. Avec nos langues nationales, en partenariat avec nos langues nationales. Parce que le français a son rôle dans le développement de notre pays. C'est la langue que nous avons apprise depuis l'indépendance. C'est la langue avec laquelle nous enseignons. C'est une langue scientifique. C'est une langue scientifique et il faut le reconnaître,
qui nous permet, merci même beaucoup. nous qui sommes linguistes. Merci, Monsieur Fadiala Kamisoko. Je dis merci à Fadiala Kamisoko, directeur adjoint de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Merci à Moustapha Diko, secrétaire général de la Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie. Merci Ibrahim Ikassa Maïga, enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques. Le thème du débat d'aujourd'hui, c'était la célébration de la francophonie, enjeux et perspectives au Mali. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Moumine Sendebou et mis en onde par Nouhoun Djire. Régie vidéo assurée par Peting Diara et Salim Diouara. Aliou Sidibé à la présentation et Mohamed Touré pour la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.